Je m'appelle Denis Fortin, je suis ingénieur et philosophe. Je vous propose une série de balados que j'ai enregistrés en septembre 2023 à Tadoussac avec mon ami de longue date, Michel Lambert, historien de la cuisine familiale du Québec. Nous nous connaissons depuis plus de 40 ans et notre amitié nous a permis d'aborder ensemble de multiples sujets personnels et d'actualité sociale. Je pense que dans un monde qui cherche ses repères, notre échange peut donner des pistes pour vivre plus heureux. Si vous voulez mieux nous connaître, consultez nos biographies dans la liste des balados. On est dans un endroit absolument extraordinaire, Tadoussac, avec maintenant un climat un petit peu pluvieux, mais on sent la nature tellement proche de nous. C'est un sujet sur lequel on aimerait un petit peu parler de notre rapport avec la nature. Pour toi, c'était quoi? Dans le fond, peux-tu me parler de ta découverte de la nature, dans le fond, dans ton enfance, ton adolescence, puis tout ça? Oui. En fait, mes premiers contacts avec la nature, ça remonte à mon enfance, effectivement. Moi, j'ai grandi sur une ferme laitière au Saguenay, à l'Abbé plus particulièrement. Puis, évidemment, il y avait des animaux, il y avait des champs, il y avait des plantes, il y avait des potagers, surtout des insectes. Ça me fascinait beaucoup, les insectes, à cette époque-là. Quand j'étais tout jeune, je me promenais dans les champs, puis j'étais fasciné par les papillons qui volaient partout. Ah oui. Puis les mouches à feu. Ça, j'ai des grands souvenirs de ça. De voir le soir les champs tout illuminés de lumière de mouches à feu. Donc, c'est un peu ça le passé par rapport à mon contact avec la nature. J'ai aussi des images de grandes plaines l'hiver, là, avec le vent qui souffle, puis la neige qui fait comme un blizzard. C'était quelque chose de beau. Puis aussi le ciel étoilé l'été. Je pense que c'est un souvenir qu'on a en commun d'ailleurs. Oui. Le ciel. Donc j'ai grandi comme ça avec un certain contact avec la nature comme un fermier, si tu veux, comme une personne sur une ferme laitière. Puis lorsque j'étais plus vieux un peu, on m'a envoyé dans des camps de biologie parce que j'avais beaucoup d'intérêt pour les insectes. Et là, j'étudiais les libellules en particulier. Ah oui. C'était un grand intérêt pour comme un enfant que de se promener au travers des lacs, c'est sûr, au Saguenay. Où est-ce que vous alliez dans ces camps-là? On se promenait sur la côte nord du Saguenay. OK. Puis on allait visiter différents lacs où il y avait des espèces particulières de libellules. Donc, à travers les mouches qui nous harcelaient partout, là, parce que c'était aussi le territoire des mouches, on allait observer des espèces particulières de libellules. Et là, on revenait l'après-midi, puis on dessinait les libellules qu'on avait vues. Puis c'était des dessins détaillés, là, il fallait qu'on aille en détail avec certains spécimens qu'on avait capturés. C'était vraiment très intéressant comme enfant, là. J'ai gardé de ça un grand intérêt pour les insectes, puis par la suite pour les animaux en général. La preuve, c'est que tu as des chiens dont tu t'occupes patiemment. Oui. Ouais. Moi aussi, j'ai eu des fascinations comme toi dans ma prime enfance. Je pense aux oiseaux. Quand, par exemple, arrivaient les outardes le printemps, là, je me rappelle qu'on les entendait dans la maison. Puis mes parents sortaient tout énervés sur la galerie. Puis là, on cherchait d'où venait le bruit. Puis là, on descendait à pleine course dans la rue. Puis on était tellement excités de voir que les outardes nous amenaient l'été. Puis que bientôt, ça serait les chaleurs. Puis qu'on pourrait vivre un peu plus dehors. Puis comme l'inverse à l'automne, quand les outardes arrivaient, je me rappelle que mon père il disait bon, le temps de la chasse s'en vient, pour lui c'était un temps heureux, là.
Mais pour nous autres, on savait que ça allait bientôt être... faudrait s'encabaner, on disait ça comme ça à l'époque, s'encabaner, pour se protéger contre le froid, puis avec toutes les tempêtes, etc. Donc, les oiseaux, puis même les plus petits oiseaux, comme l'arrivée des merles, par exemple, le printemps, leur chant, quand ils nous réveillaient le matin, là, pour moi, là, on disait « Ah, les merles sont arrivés, ils vont faire leur nid. » Puis là, on checkait ça, comme on dit, dans les arbres, voir où est-ce qu'ils faisaient leur nid, puis etc. Les corneilles aussi, hein. Tu te souviens peut-être qu'on entendait les corneilles au mois de mars, là. Ça aussi, c'était un premier signe que l'hiver achevait. Fait que, on parlait de la tempête des corneilles, d'ailleurs, qui était la dernière tempête de l'hiver, là. Puis on était bien branchés sur la nature. Bon, en plus des oiseaux, moi, j'ai fait beaucoup, pendant ma prime enfance, des cueillettes. Mes parents nous demandaient d'aller chercher des petites fraises, des framboises, des bleuets. Fait que quand c'était la saison, on suivait ça, on allait dans la côte des Meules, parce qu'on habitait à l'époque à Kenigami, tout près de la côte des Meules. Puis c'était mon lieu aussi de prédilection pour aller bâtir des camps, comme on disait à l'époque. Puis quand je pense à ça aujourd'hui, probablement que les parents modernes ne seraient pas d'accord du tout avec le type d'enfance que j'avais, parce que j'avais à peine 10 ans, puis nos parents nous laissaient libres de partir dans le bois comme ça. On partait avec une chaudière de peinture neuve, puis on allait se faire des patates frites dans une caverne. Je me souviens, là, le long d'une voie ferrée, puis sur la voie ferrée en question, il passait des trains, puis ça aurait pu être dangereux, là, tu sais, de se faire frapper, parce que c'était une voie ferrée très étroite aussi. Puis très souvent, ben, on l'entendait à la dernière minute, le train arriver, là, je sais pas, à 100 pieds à peu près, là. Puis il fallait s'enlever sur la traque, fait qu'il n'était pas question de mettre notre chaudière de bleuet sur la traque. Fait que, en tout cas, j'ai eu une enfance vraiment proche de la nature, puis c'était proche du Saguenay, entre autres. Euh, Peut-être, je dirais, de 10 ans à 15 ans à peu près, là, je vivais tous les jours au bord du Saguenay. C'est pour ça que le Saguenay, pour moi, ça a toujours été, je dirais, un fjord mythique et très important dans ma vie. En fait, j'en parlerai à un autre moment, mais mon père, quand j'étais tout petit, il a fait 2 ans de trappe de fourrure pendant toute l'année, en forêt. Puis il a trappé justement avec les Indiens de Mastoyache. Puis il avait appris beaucoup de choses de cette espèce de grand respect de la nature, puis de sentir les choses, puis d'être à l'écoute aussi du moindre bruit. Pour la chasse, c'était important, mais aussi en même temps une espèce de grand respect de ce qui peut nous nourrir, puis nous donner à manger, parce que c'était l'essentiel à l'époque. On chassait pas par plaisir, on chassait parce qu'on en avait besoin pour se nourrir. Donc c'est une autre façon d'entrer en relation avec la nature. La nature n'est pas un loisir, ça devient un lien intrinsèque, c'est elle qui me nourrit dans le fond. Tu vois? Je dirais cet amour de la terre, moi, c'est de la nature, ça s'est exprimé principalement après par mon engagement dans le scoutisme. Parce que j'avais un intérêt pour la nature, je suis devenu scout. Puis là, dans le scoutisme, justement, on apprenait à approfondir notre relation avec les arbres, la connaissance aussi. Connaissance, être capable de distinguer les arbres entre eux par l'écorce, par le type de feuilles. Être capable de trouver où sont les animaux en étudiant les pistes. Être capable de se construire un abri en forêt avec des branches d'arbres, quel type d'arbres couper qui font le moins de dommages à la forêt, etc., etc. Tu étais un scout chevronné, est-ce que je peux... Oui, j'étais un scout passionné.
Puis je me souviendrai toujours de mon excursion qu'on appelait à l'époque de première classe. Les scouts de première classe étaient capables de faire des choses que les autres n'étaient pas capables de faire. Puis moi, mon chef m'avait envoyé avec une boussole faire une grande trail. Fallait que je traverse des ruisseaux. Fallait que je suive un itinéraire qu'il m'avait donné à la boussole en notant tout ce que je voyais sur mon passage. Puis j'étais finalement revenu chez nous par Jonquière. Là. J'étais parti par Chipcha, puis j'étais remonté par Jonquière. Méchante ride, oui, où j'avais couché en plein bois, dans la nature, en me faisant un abri protégé par des feuilles, puis je m'étais retrouvé le lendemain par des vaches qui étaient autour de moi. J'étais au bout d'une terre. Puis, donc, ça a été pour moi une façon, si tu veux, de me consacrer, de me considérer comme un vrai scout. Là. À partir de là, puis j'ai fondé d'ailleurs le clan, un clan de routiers au cégep où j'allais, le clan Saint-Exupéry, qui est inspiré d'ailleurs par Saint-Ex, hein, qui a toute une relation extraordinaire avec la planète, puis avec l'univers. Puis ensuite, j'ai fondé une troupe scout aussi, toujours au cégep de Jonquière, avec les plus jeunes étudiants. J'ai eu, jusqu'à 18 ans, dans le fond, ça a été l'essentiel de ma façon d'entrer en relation avec la nature, le scoutisme. Après ça, ben, plus tard, quand je suis revenu d'Europe, le mariage, après le mariage, ben, j'ai toujours voulu m'installer dans un bel endroit. La première maison que j'ai achetée, c'est dans un ancien verger. J'y ai fait mon premier jardin familial, puis depuis ce temps-là que je fais un jardin, toujours aujourd'hui. Avec le contact pendant l'été avec la nature est super important. Puis avec mes enfants, c'était la même chose. Je les amenais en forêt, je les amenais faire des camps, du camping. On a beaucoup voyagé dans la nature, autant en Europe qu'au Québec. Et de partager ton goût de la nature avec tes enfants. Oui. Je dirais que je ne sais pas s'ils vont l'avoir gardé parce que c'est pas très évident, mais sans doute qu'aujourd'hui, les autres, ils vont le retrouver peut-être à un autre moment. En tout cas, mon goût pour la nature, j'ai essayé de le partager. C'est plus profond que ça, hein, pour nous. Là. Oui. Oui, ben, quand on parle de la nature, ben, c'est sûr qu'on peut parler du monde vivant, puis du monde des animaux, des plantes, mais la nature, c'est aussi l'univers en entier. Les pierres, les planètes, l'air, le cosmos. Pour moi, c'est aussi tout ça. Puis, le cosmos avec ses lois, le cosmos avec son destin, avec le temps qui l'anime aussi. Je pense que la nature, c'est quelque chose qui nous dépasse, essentiellement. J'ai l'impression que la nature était là bien avant moi. Ben, c'est pas l'impression, c'est une certitude. Puis qu'elle va être là bien après moi aussi, après nous. Puis qu'on est juste une partie d'elle. On est venu au monde quand elle a voulu. On part quand elle a voulu aussi. C'est elle qui décide ça. C'est que c'est quelque chose qui me fait naître puis qui va me faire mourir. Quand j'envisage la nature comme ça, comme étant le cosmos tout entier, j'ai un peu comme toi, je sens ma place réelle dans ce monde-là, toute petite. Je pense aussi que ce qui se passe en ce moment pour notre planète, c'est-à-dire la disparition accélérée des espèces, puis de la vie, ce n'est qu'un point dans l'univers, autant dans le temps que dans l'espace. Ça m'aide un peu aussi à relativiser cette tristesse-là que je peux porter des fois. De voir que, ben, sans le vouloir, on détruit la vie sur Terre. On détruit la place que la vie s'est faite ici. Mais quand je me replace dans l'ensemble,
Puis dans l'immensité de l'univers et du temps, je me dis, bon ben, ce n'est qu'un point. Ce n'est qu'un point dans cette grande immensité. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. C'est une constatation que j'ai commencé à faire vers la quarantaine, je dirais. J'ai commencé à m'intéresser justement à ce que disent les savants, les astrophysiciens, l'approche scientifique dans le fond de l'univers, notre place dans l'univers, autrement dit aussi. Euh, puis, je dirais que ma conception actuelle de la nature suit son chemin, exactement comme tu dis. Indépendamment des choix humains, on est en train de s'éliminer de notre propre planète. Nos enfants vont probablement vivre des pires conditions que nous autres. Mais la nature, elle continue, elle s'en portera pas plus mal. Dans le fond, elle va trouver d'autres façons d'exister. Elle va probablement générer d'autres espèces qui vont naître de ça, un petit peu comme lorsque les dinosaures sont disparus à cause d'un changement planétaire du météorite. C'est une chose qui peut arriver aussi où l'espèce humaine va disparaître, mais là, l'univers va continuer pareil, là, comme ça se passe partout. Hein. La vie va continuer. C'est ça. Donc, c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là parce que ça relativise aussi tous les gestes qu'on peut poser, comment ils peuvent être petits par rapport à l'immensité de l'univers. Puis comment, dans le fond, ce qui nous apparaît comme dramatique et terrible pour nous, dans le fond, fait partie de la vie. Puis pas si grave que ça. Comme nous autres, on n'est pas si important que ça. Mais on a notre place. On fait partie du projet de la vie, je dirais. La loi de la vie qui est de se continuer puis de s'améliorer. On fait partie de ça. Puis c'est, je dirais, même la loi fondamentale de la vie pour moi, c'est toujours être mieux, toujours s'améliorer. J'aime ça l'idée que tu dis, à savoir que la vie, on fait partie de la vie, on est juste un aspect de la vie. L'important, c'est que la vie continue. Que ce soit à travers nous, à travers d'autres vivants, Voilà. qu'elle continue. Puis ça, on est sûr que la vie va continuer. C'est pas ici, ça va être ailleurs, dans d'autres planètes, d'autres mondes dans le cosmos. Mais nous, on n'est pas on n'est pas le seul exemplaire de vie. C'est ça. Mais on fait partie des essais que la vie Ouais. cherche pour pouvoir continuer, toujours être meilleur. Toute la recherche, je dirais, sur l'intelligence artificielle, ça fait partie, à mon avis, aussi de cette espèce de désir d'améliorer la vie, dans le fond, pour que la vie puisse continuer son chemin dans l'univers. Fait que, il y aura sûrement des échecs avec ça aussi. Comme il y a eu beaucoup de gaspillage dans la vie, hein? La vie se gaspille beaucoup aussi. Donc, en tout cas, c'est intéressant de réfléchir à tout ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est important, malgré tout, même si on trouve qu'on n'est pas important dans l'univers, il reste que tout ce qu'on fait est nécessaire. Parce que la vie a besoin de s'expérimenter pour pouvoir poursuivre son chemin. Puis tout ce qu'on fait, tout ce qu'on expérimente par des échecs et des réussites, c'est la vie qui continue sa recherche. Autrement dit, on a une importance dans Voilà. cette chaîne-là. Exactement. Oui. C'est pas ridicule. Tout ça, ça ne veut pas dire que l'espèce humaine est vraiment condamnée à court terme. Ça veut dire que si elle disparaît, au fond, ben, la vie va continuer. Mais que c'est important qu'on soit là et qu'on essaie de réussir. C'est ça. Puis qu'il y en ait parmi nous qui se dépassent et justement qui suivent la vraie mission de la vie, qui est de toujours se dépasser pour améliorer la vie avec un grand V. Mais je continue, hein, parce que je trouve ça intéressant.
Et le fait de faire partie de la vie, bon, on peut le déduire de façon intellectuelle, puis c'est vrai aussi, mais ça peut être aussi une expérience. C'est aussi une expérience qu'on peut avoir, que de se sentir, ou de sentir notre lien avec toute la vie qui nous entoure, puis tout le cosmos aussi. Puis je pense que c'est mieux encore, ça fait partie de la nature que de se sentir partie de la nature, que de faire l'expérience, que d'être une partie prenante de la nature. Les Amérindiens avaient probablement plus ce sentiment-là ou cette expérience-là que nous, modernes, on peut l'avoir. Je trouve ça excellent ce que tu amènes là comme idée parce que, en tout cas, moi, lorsque j'ai été initié à la spiritualité amérindienne, c'était la grande découverte, je dirais, de ma vie, qu'on fait partie de l'expérience de la vie même. Puis, dans, je dirais, la conception de la vie européenne, il y a eu quand même des gens qui se sont, je dirais, qui ont eu le même type d'approche. Je pense à Saint François d'Assise, par exemple. Il disait mon frère le soleil, ma sœur la lune, le fameux chant qu'on connaît. Ça illustre aussi, je dirais, du côté européen, la proximité qu'on a avec la nature. Puis les philosophes grecs, tout ça nous ont amené aussi, certains d'entre eux, à cette constatation-là. Fait qu'il y a eu partout dans le monde des approches, je dirais proches des Autochtones. Les anciens Grecs, un peu comme les Orientaux, se sentaient plus reliés au cosmos. Puis il y avait une vision du cosmos, pas comme un ensemble de plans tracés géométriques, mais vraiment comme quelque chose de vivant, comme un ensemble vivant, conscient de lui-même. C'est intéressant. Nous, on a perdu un peu cette vision poétique-là du cosmos. Ça se réduit à des données scientifiques, à des mesures, des chiffres. Mais c'est plus que ça. C'est un grand mystère, le cosmos. C'est un grand être vivant dans lequel on est partie prenante, un peu comme le pied fait partie du corps, puis l'orteil fait partie du pied. On n'est pas détaché, on est vraiment dans cet organisme-là, dans ce grand ensemble-là. Les anciens avaient plus conscience de ça que nous. Puis je pense qu'on aurait intérêt à redécouvrir notre place autant au niveau intellectuel qu'au niveau senti, se sentir partie prenante. On aurait peut-être plus de respect pour le monde vivant et pour ce qui nous entoure. Plus d'humilité aussi, peut-être. Oui, c'est une réflexion tout à fait juste.